Vous allez rester debout, voilà, en dynamique, vous avez bien raison. Voilà. Alors que Jimmy vous confie un micro. Quel changement pour les RH en 2024? Nouvelles attentes des collaborateurs, un environnement incertain évidemment, des injonctions paradoxales, il faut aller toujours plus vite, les RH sont en pleine mutation. Alors vous allez en parler évidemment Hugues avec François-Xavier, ce qu'il a pas réalisé une étude sur plus de 300 DRH en France, avec ces grands enjeux justement et ces grands défis, et on vous écoute. Merci à vous d'être là. Merci beaucoup. Bon, bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. Donc effectivement, je suis Hugues, cofondateur de SkillUp, une suite de gestion des talents qui gère formation, entretien, compétences et people review. Et je suis accompagné de François-Xavier de chez Nexeture du groupe Crédit Agricole qui utilise SkillUp depuis combien de temps? Depuis 3 mois. Depuis 3 mois. Magnifique. Et donc l'idée, c'est de vous présenter les résultats d'une étude qu'on a réalisée avec OpinionWay auprès de 300 DRH autour de 3 grandes thématiques. La transformation, le monde en pleine transformation et l'impact que ça a pour les entreprises et pour les RH. Évidemment, on va parler d'IA et de data, donc ça sera la deuxième grande thématique. Et la troisième thématique, ça va être le rôle du RH en 2024. Donc voilà, thématique numéro 1, s'adapter à un monde en pleine mutation. Le premier enjeu qu'on voulait vérifier dans cette étude-là, c'était le niveau de digitalisation des entreprises sur les outils RH. Et j'ai une petite question avant de passer à la slide suivante, c'est qui a réalisé un projet de digitalisation RH ou qui en prévoit un? Levez la main. Ou qui n'en a pas fait plutôt? Voilà, 0. Bon, globalement, c'est ça l'idée. Donc 96% des répondants ont eu un projet de digitalisation RH, donc réalisé ou en cours. Évidemment, on voit pour les entreprises de taille intermédiaire qu'on a un taux d'outillage qui dépend des différents modules dans la gestion des talents. Globalement, 80% des entreprises ont digitalisé les entretiens, 50% digitalisent la formation, la gestion des compétences, on est plus autour de 30%, la gestion de la revue des talents, on descend encore un petit peu. Mais on va dire que c'est plus du tout un sujet d'actualité. Maintenant, les RH ont compris et les entreprises ont compris qu'il fallait absolument digitaliser ces processus. Il y a deux principales raisons à ça. Je dirais la première, c'est l'adaptation stratégique qu'on voit en deuxième là ici. En gros, on est aujourd'hui dans un monde où plein de facteurs vont ensemble générer des profondes transformations et des profondes mutations. Le premier, c'est on a les baby boomers qui partent à la retraite, donc on a des compétences qui partent à la retraite. Le deuxième, on en parlera un petit peu plus tard, c'est la génération Z qui a de nouvelles attentes, de nouvelles aspirations. On a des nouvelles modalités de travail, télétravail, co, etc. On a des métiers, alors il paraît que 50% des métiers seront renouvelés en 2030. Je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, mais bon, voilà, c'est ce qu'on dit. Et donc tous ces effets-là font que l'entreprise doit s'adapter, évidemment. C'est le sujet de plein de conférences qu'on voit ici chez HR Solutions. Et la réalité, c'est qu'on demande au RH d'accompagner l'entreprise dans ces mutations, mais en revanche, on ne va pas doubler les effectifs des équipes RH. Et donc, le deuxième axe majeur de digitalisation, eh bien, c'est l'efficacité opérationnelle, autrement dit, gagner du temps. Alors, un petit zoom juste sur la génération Z. L'intégralité de nos répondants à cette étude, ils sont d'accord à 83-86% sur le fait que la nouvelle génération, donc génération Z, hein, c'est les personnes qui sont nées après 1995, je crois, ils attendent plus de leur employeur, ils ont une vision différente du monde de l'entreprise, ils ont des aspirations qui sont différentes, ils sont beaucoup plus mobiles. Et ça, c'est un des facteurs majeurs en fait dans les changements qui vont impacter les RH pour leur recrutement, pour l'engagement et la fidélisation des collaborateurs. Quelque chose d'assez classique aussi, qu'on connaît tous, hein, c'est les nouvelles modalités de travail. Le télétravail qui est extrêmement... qui est mis en place dans un grand nombre d'entreprises, qui va changer énormément la manière dont les RH doivent mener leurs tâches. On a, pour ça, nous vu par exemple, chez SkillUp, on a un module dédié à la formation. La formation la plus demandée en 2021, c'était le manager à distance, manager en télétravail. Voilà. Ça, c'est des changements qui sont initiés et qui font partie de
voilà, de changements un peu systémiques, un peu structurants, avec lesquels les RH doivent travailler, quoi. Un des éléments qui nous paraît absolument essentiel, c'est la priorité qui est donnée au développement des compétences des salariés. Une autre étude qu'on a fait en 2023 montre que la raison numéro 1 pour laquelle un salarié quitte son entreprise, c'est par manque de perspective. Donc manque de mobilité interne, manque de perspective de développement, manque de développement des compétences, assez basiquement. Et ça, c'est l'enjeu sur lequel se retrouvent aujourd'hui la plupart des équipes RH. Je ne sais pas, François-Xavier, toi, ce que tu en penses. Est-ce que le développement des compétences, c'est une bonne manière d'engager, de fidéliser les salariés et de répondre à toutes les attentes qu'on a pu voir précédemment? Oui, je crois que la mutation première, elle est là, c'est que le métier des RH, qui tire d'ailleurs pour la petite histoire son nom de l'armée, hein, c'est l'armée qui a utilisé en premier ce terme de ressources humaines. La mutation des RH doit devenir la gestion des talents, la gestion des compétences, donc en premier lieu la GEPP, et bien sûr la formation, la montée en compétences de ses collaborateurs, parce que ça a un très fort impact sur la fidélisation aussi du collaborateur. S'il ne se sent pas valorisé et que son entreprise s'intéresse à sa montée en compétences, il va aller la chercher ailleurs, ça c'est très fort. Et on s'aperçoit que ce n'est pas forcément l'endroit dans lequel est le plus à l'aise de manière très générale les RH. Parce que la formation est un vrai métier, les RH étaient très administration, et je pense que la mutation est un peu moins d'administration du personnel, le laisser faire à l'IA, ou en tout cas à des outils qui vont permettre d'automatiser des tâches assez chronophages, pour permettre aux RH de s'attaquer plutôt à la gestion de l'humain. D'ailleurs, chez nous, on n'appelle plus ça le service des RH, mais on appelle le service du développement humain, justement pour sortir ce côté administratif et bien montrer qu'on s'intéresse à la fois aux choses sociales, ce qui était un peu dit tout à l'heure là, et aux nouvelles attentes de cette génération Z, notamment en termes de culture d'entreprise, de RSE, des choses qui font du sens, et de cette fameuse montée en compétences. Oui, exactement. Il y a un maître mot qui est la notion d'employabilité, c'est-à-dire qu'on a envie de faire évoluer les compétences des salariés pour répondre aux attentes de l'entreprise, mais les gens en fait ont envie de progresser. Voilà. Deuxième thématique qu'on voulait aborder, c'est l'impact de la data et de l'IA. Évidemment, c'est un sujet qu'on retrouve partout, dans toutes les conférences sur les sujets RH. Et l'étude révèle quelques petites surprises, notamment probablement le fait que l'IA soit pas encore très très bien compris dans les applications métiers, quoi. Un des premiers sujets qu'on a regardé, c'est la relation entre les RH et les DSI. Et on a été plutôt étonné d'ailleurs de voir que les DRH ont des relations très fréquentes avec les DSI. Donc c'est voilà, 100% des RH collaborent avec les DSI. Bon, ça paraît à peu près évident, mais 77% le font de manière hebdomadaire. Donc ça pour nous c'était une petite surprise. Une autre surprise, peut-être encore plus importante, c'est que je crois que c'est à 70%, ils se déclarent satisfaits. Non, c'est 90% satisfaits ou très satisfaits de leur relation avec leur DSI. Donc voilà, il y a la base qui est là, il y a la structure, puisque c'est la DSI et la DRH, c'est les deux grandes fonctions support de l'entreprise, et qui doivent évidemment collaborer dans toutes ces logiques de digitalisation et de gestion de la donnée, quoi. Malgré tout ça, on se rend compte quand même qu'une entreprise sur 4 n'est pas du tout outillée pour traiter de la donnée, données sociales, données de talent, quoi. Ce qui pose un réel problème, et il y aura forcément un phénomène de rattrapage là-dessus, quoi. Bon, globalement, les RH ont très très bien identifié que l'IA peut être utile sur pas mal de sujets. Tout ce qui est mission administrative, voilà, automatisation, réduction des tâches à faible valeur ajoutée. Aussi sur la gestion de la formation, évidemment sur la gestion des compétences. Je crois que la quatrième catégorie qui remonte, c'est le recrutement. Donc ça, c'est compris. En revanche, voilà, ce qui nous a étonné, c'est que quand on demande quels sont les bénéfices que l'IA peut apporter à la RH, ce qui remonte, c'est souvent de la productivité et les éléments un peu plus fins et plus en lien direct avec l'IA, qui sont, là on parle de capacité prédictive ou de capacité générative, arrivent en dernier.
Et quand on regarde dans le détail, qu'est-ce que comprennent alors nos répondants, hein, on ne parle pas de vous là, mais des 300 personnes qui ont répondu à cette étude. Quand on leur parle d'IA, ils vont avoir une perception qui est la perception de ChatGPT, donc grand public, de rédaction d'email, de rédaction de contenu. L'IA est souvent confondue avec les chatbots, c'est-à-dire qu'un chatbot qui va être écrit à la main, qui est juste un système logique de questions-réponses, on associe ça à de l'IA alors que ça n'en est pas forcément. Et surtout, il y a une confusion importante entre l'IA et la digitalisation pure, des workflows, c'est-à-dire simplement le fait d'avoir des effets, des liens de cause à effet dans des logiciels. On pense que c'est de l'IA. Alors que oui, bon, effectivement, si je reviens là-dessus, capacité prédictive, capacité générative, c'est là qu'on a les grandes applications métiers. Je vais prendre deux exemples. Capacité prédictive, un des éléments qui peut être très intéressant dans l'IA, nous on a des modèles qui commencent à tourner là-dessus, c'est par exemple vous êtes une entreprise, vous avez 1000 salariés, 1000 entretiens annuels, comment est-ce que vous allez vous assurer que vous pouvez lire ces entretiens et puis par exemple détecter des risques, des signaux faibles de départ ou alors des attentes de mobilité. Eh bien, quand on est une équipe RH, je ne sais pas moi, de 5 RRH pour gérer tout ça, on ne peut pas le faire. Là, en revanche, on peut le passer dans un modèle d'IA. Et le modèle d'IA, il va regarder tout l'historique, les 6 dernières années, par exemple, des entretiens des collaborateurs, et il va détecter des signaux faibles. Il va dire, celui-là, dans la synthèse et les perspectives, pendant ces 5 années, il dit rien. Là, il en met un paragraphe entier, et ce paragraphe entier, il est truffé de mots à connotation négative. Hop. Là, l'IA détecte qu'il faut regarder cet entretien-là dans le détail. Et donc, au lieu d'avoir à relire 1000 entretiens, on va relire les 20 qui potentiellement peuvent être particulièrement intéressants. Et c'est là, capacité prédictive, c'est là où on va pouvoir travailler et vraiment utiliser l'IA. Un autre exemple sur les capacités génératives, donc ce qu'on connaît un peu plus avec ChatGPT. Là, nous, on a mis en place un modèle dans notre module compétences qui permet de générer des fiches de poste et des référentiels de compétences. Alors notre product manager, Charlotte, qui est là-bas dans l'assemblée, elle nous a fait une démonstration avec Lutin du Père Noël. Et sur la fiche de poste Lutin du Père Noël, la version de ChatGPT 3 qu'on utilise nous génère des compétences qui sont très très fines, très précises, et une fiche de poste qui fonctionne très bien. Et on a nos premiers clients qui ont commencé à développer un référentiel de compétences à partir de l'IA. Alors évidemment, ça ne fait pas 100% du boulot, ça fait 70, 80, 90% du boulot, il faut repasser derrière. Mais ça c'est de la vraie intelligence artificielle au service d'un métier RH. Peut-être un dernier mot avant de te solliciter, Fix, sur l'intelligence artificielle. Donc, évidemment, on voit l'opportunité, on voit les risques. On a un RH sur 4 qui pense que l'automatisation des données va peut-être pose un risque pour son métier. Et là, on dit, 37% redoutent que l'IA ne permet pas de porter des messages convaincants. Un autre chiffre que je trouvais intéressant là-dessus, c'est que 50% des RH pensent que l'IA va casser le lien qu'ils peuvent avoir avec les salariés. Et je pense que typiquement, quand on pense à cet exemple d'entretien, c'est absolument pas vrai. C'est-à-dire que les 1000 entretiens, on va les traiter avec l'IA et après, on va avoir 20 vraies discussions, 20 accompagnements qui vont avoir du sens et qui vont être super impactants. De la même manière, il y a toujours un exemple qui m'a marqué, c'est Amazon, vous connaissez tous, la plateforme où on peut acheter tout et n'importe quoi en réalité. Amazon, je ne sais pas si vous avez conscience qu'en France, pour gérer le SAV de Amazon, il y a plus de 10 000 personnes. Donc, ils sont au téléphone pour gérer les problèmes liés à des erreurs de livraison ou autres. Et en fait, le truc, c'est qu'il n'y a que 2% de toutes les transactions qui vont être traitées par le SAV. Donc, en fait, le site, il est super bien automatisé, ce qui fait que 98% des transactions, des actes d'achat sur le site n'ont pas du tout besoin de passer par une interaction humaine. En revanche, quand vous avez un problème, vous appelez et en 1 minute, vous avez quelqu'un qui vous répond. Et je pense que ça, c'est une bonne manière de voir ce que l'IA peut faire et de répondre à ces peurs qui peuvent être parfois exagérées, parfois justifiées, sur le remplacement de l'humain par l'IA. Ça permet simplement de mettre
beaucoup plus d'efforts là où c'est important et là où ça va avoir de l'impact. Bon, Fix, toi, est-ce que tu as peur de perdre ton métier avec l'IA? Bon, alors moi, non, j'ai pas peur. À vrai dire, moi, je suis pas RH pur, je suis responsable de la formation. On a fait le choix chez nous de dissocier les RH de la formation, donc c'est un service à part. Parce que c'est un vrai métier, la formation à la pédagogie, c'est pas forcément l'apanage des RH. Hein, pardon, je suis pas là pour critiquer personne, mais c'est pas là où ils sont le plus à l'aise, on va dire. Ce qui est étonnant dans cette étude, je trouve, sur l'intelligence artificielle, c'est à la fois ça montre bien sans doute une méconnaissance de ce que c'est réellement, tu l'as déjà dit tout à l'heure, et puis c'est qu'il y a la moitié qui voit ça comme une opportunité, la moitié qui est inquiet, et en même temps sur le slide précédent, quand on leur demande c'est quoi l'atout pour vous, ben, l'atout pour eux c'est de remplacer ce qu'ils font, hein, c'est-à-dire de l'administration à un gain de productivité, de moins faire gain de temps, gain de productivité sur toute la partie donc administrative. Et puis la partie qui finalement devrait être la plus intéressante pour eux, hein, sur la capacité prédictive, ben, il n'y en a que 32%. Or, la gestion de la compétence, c'était dit tout à l'heure sur la conférence juste avant, je vais reprendre un peu les mots avec lesquels je suis d'accord. Demain, les entreprises vont manquer de compétences. Tu l'as dit, Hugues, avec les baby-boomers qui partent à la retraite. Il n'y en a pas trop ici, il y en a quelques-uns. Si la compétence, elle reste sur ces gens-là et qui s'en vont, bim, il y a un trou. Le temps de recruter, de retrouver quelqu'un, de le reformer, c'est long. Pour moi, l'intelligence artificielle, côté RH et côté formation en particulier, va permettre de déceler quelles sont les compétences, qui vont bientôt manquer dans l'entreprise et comment je les comble. Deux, quelles sont les compétences dont je vais avoir besoin demain grâce à l'évolution marché de l'entreprise dans laquelle je me trouve et comment je fais en sorte de les avoir prêtes pour le moment donné. Et cette étude, elle est assez étonnante parce que finalement, si les RH voyaient plutôt cette capacité prédictive, il n'y a pas trop peur de perdre son boulot. Évidemment, si on a juste un boulot qu'une machine peut remplacer, là, vous pouvez vous faire du souci. Mais ça permettra au RH de se concentrer sur l'humain. Et je crois que le rôle premier d'un service des ressources humaines ou relations humaines, c'est de s'intéresser aux individus. Et ça, la machine n'est pas capable de le faire. Voilà. Merci François-Xavier. Non, mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est Selma qui m'a envoyé ça, notre CMO. Elle m'a envoyé un message LinkedIn d'une consultante RH qui expliquait qu'elle avait des clients qui lui envoyaient des demandes qui voulaient acheter de l'IA. Et je pense que là, c'est vraiment très révélateur. C'est-à-dire qu'on est dans une logique de se dire l'IA, c'est intéressant, on veut de l'IA, mais il faut réfléchir d'abord aux applications métiers en premier et puis se dire comment est-ce qu'on l'utilise. Et c'est pas un mot fourre-tout. Et il faut, je pense, aussi bien comprendre que l'IA aide et va permettre au contraire à terme de mettre plus d'humains dans les relations avec les salariés. Ça me paraît... Tu l'as dit dans l'étude, juste avant que tu passes, dans l'attente des générations Z notamment, hein, c'est vraiment ce contact humain. Beaucoup de services RH n'ont pas le temps d'aller au contact des individus parce que pris dans vraiment des tâches très chronophages. Je crois que l'avantage de ces outils, dont fait partie SkillUp aussi sur la gestion globale des RH, doit permettre aux gens de descendre de l'étage administratif vers les métiers. D'abord, ça permet d'avoir une meilleure connaissance de l'entreprise et des gens qui y travaillent. Ouais. Donc, tout ça étant dit, quel est le rôle du RH de demain? Et un petit modulo par rapport à ça, hein, c'est pas nous qui le disons, c'est pas une analyse de marché, une analyse des besoins, c'est la manière dont se perçoivent les RH. Donc, c'est des questions qui sont posées aux RH et auxquelles ils apportent des réponses. Donc, c'est la perception de leur propre rôle. La première chose qui ressort, c'est ce rôle d'accompagnant et de communicant. Alors, je crois que tu n'étais pas du tout d'accord avec ça, François-Xavier, tu pourras nous en parler, mais en disant que 90% des RH déclarent que le DRH guide l'entreprise dans la transition, en communiquant les raisons du changement et en collaborant. Donc, cette notion de communication. Et communication interservice avec les collaborateurs. Moi, je pense que c'est assez vrai, mais tu me diras pourquoi tu le penses pas plus tard. On l'a bien vu avec, par exemple, un métier qu'on connaît bien chez SkillUp, qui est la formation et les responsables formation. Assez historiquement, on va dire, le métier d'un responsable formation, c'était d'exécuter un plan de formation, c'est d'envoyer des collaborateurs s'inscrire dans des formations, faire le suivi administratif, la documentation, les feuilles d'émargement, etc., etc. En gros, faut imaginer un énorme iceberg et puis il y a toute une partie immergée que personne ne voit, qui est du travail admin, du travail à relativement faible valeur ajoutée.
Et il y a une partie qui est la partie émergée, que voient plus les collaborateurs, qui va être quelques échanges avec les responsables formation. Or, ce métier, dans les 10-15 dernières années, il a énormément changé. Avec le digital learning, par exemple. Les responsables formation sont devenus des ingénieurs pédagogiques, pour certains. On leur a demandé de faire du marketing RH en interne, de créer une offre de formation, de la diffuser, de créer des communautés d'apprenants, par exemple, au sein de l'entreprise. Donc le côté communicant, accompagnant est particulièrement vrai, à mon sens, de ce point de vue-là. On peut le voir aussi, voilà, l'accompagnement pour une VAE, la gestion, l'accompagnement pour comment bien utiliser son CPF, etc. Et c'est des missions que on voit côté responsable formation qui sont maintenant complètement comprises dans le poste. Si on regarde une fiche de poste d'un responsable formation aujourd'hui, elle n'a rien à voir avec la fiche de poste d'un responsable formation d'il y a 15 ans. Et très probablement, l'ensemble des postes RH ou des métiers RH vont aller dans ce sens-là, quoi. Un point aussi qui est important, c'est la notion de culture d'entreprise. On l'a vu tout à l'heure avec la génération Z, qui attend beaucoup plus de l'entreprise, qui attend du sens, qui attend des perspectives, qui veut savoir pourquoi elle se lève tous les matins pour aller au travail et puis pourquoi elle doit rester dans cette entreprise pendant une longue partie de sa carrière. Et là, ça paraît tomber sous le sens, en tout cas 95% des DRH le disent, ils sont garants de la culture d'entreprise. Je crois que globalement, dans les boîtes, la communication interne, elle est à 50% sous le marketing, à 50% sous la DRH. Ça varie d'une boîte à l'autre. Les deux sont probablement très, très légitimes. En tout cas, les DRH sentent vraiment une responsabilité vis-à-vis de ça et au sein de leur propre entreprise. Un élément qui ressort, qui est aussi relativement évident, c'est que les RH se voient comme des business partners. Business partner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est capable de générer de la valeur, on peut influencer les décisions de l'entreprise. Ça veut dire qu'on arrête d'être un centre de coûts. On est dans la même logique là que le responsable formation. On n'est plus une fonction totalement support, un centre de coûts. On va être au contraire un contributeur fort. Et quand on voit les enjeux auxquels sont confrontées les entreprises, ce dont on parlait tout à l'heure sur la mutation de l'environnement dans lequel les entreprises évoluent, il y a une forme d'évidence à dire que la fonction RH a un rôle de plus en plus important à jouer, quoi. Et ça, je pense que c'est quand même un des éléments sur lequel on peut tous s'accorder, c'est que la valeur d'une entreprise, c'est quand même la somme de la valeur de ses salariés, quoi. Et que aujourd'hui, tout ce qu'on a vu, le télétravail, la génération Z, les changements dans l'environnement, montrent qu'il faut absolument accorder une importance capitale au RH dans ce rôle stratégique pour l'entreprise, quoi. Et peut-être un dernier point qui ressort dans toutes les études. Alors c'est pas que cette étude OpinionWay qu'on a réalisée. Je pense que toutes les études RH le montrent, à la fois côté RH et côté collaborateur. Tout le monde s'accorde à dire que le développement des compétences est la priorité numéro 1. Développement des compétences, évidemment, pour la fidélisation et l'engagement, mais aussi développement des compétences pour faire évoluer les métiers et puis s'adapter à un monde en mutation, hein, c'est ce qu'on disait. Et là, pour le coup, les RH sont au cœur de leur métier. C'est eux qui peuvent mener les bonnes politiques de formation, c'est eux qui peuvent créer les bons parcours de carrière, c'est eux qui peuvent identifier les compétences manquantes, c'est eux qui peuvent accompagner les collaborateurs dans l'évaluation de leurs performances, dans l'évaluation de leurs compétences. C'est eux qui peuvent animer les people review avec les managers pour les aider à placer les uns, aider les salariés en difficulté, à donner des perspectives aux stars qui s'ennuient dans leur job. Voilà. Et là, le rôle des RH est absolument essentiel. Je sais pas, toi, François-Xavier, en tant que responsable de la formation chez Nextecure, est-ce que tu vois d'abord la formation comme un levier d'engagement et de motivation, ou est-ce que tu le vois d'abord comme
l'objectif primaire de la formation qui est de faire monter en compétence les collaborateurs. Non, je le vois d'abord comme effectivement un vrai engagement du collaborateur, une fidélisation, d'abord parce que ça montre l'intérêt de l'entreprise pour le collaborateur. La formation, c'est un investissement. Alors beaucoup de DG ou de COMEX voient la formation comme un coût. Reste au RH et au service formation de montrer que c'est un réel investissement, ce qui n'est pas toujours simple. Ce qui fait plaisir, là, c'est que pour une fois, les services RH et les collaborateurs sont assez d'accord, hein, puisqu'entre 67 et 68, c'est pas souvent le cas quand on pose des questions. Il faut le souligner, ça fait plaisir. Après, je suis en phase. Alors, je suis pas tout à fait d'accord sur les tout premiers chiffres de cette enquête, mais je pourrais être d'accord. Je pense que la réponse des RH à cette enquête est plutôt comment ils aimeraient être perçus ou qu'est-ce qu'ils aimeraient que soit leur métier, notamment dans les 90. Hein. Les DRH déclarent que les DRH guident l'entreprise. Ils aimeraient peut-être le faire, et peut-être que c'est leur rôle. Je crois que c'est pas tout à fait aujourd'hui. C'est plutôt les COMEX qui guident. En revanche, que les RH soient un relais de la stratégie, un relais de la valeur, parce que tu en as parlé, hein, quelles sont les valeurs d'une entreprise, ce qui fait sens. Ça, aujourd'hui, les collaborateurs attendent de comprendre pourquoi je fais ça. C'est quoi ma mission et pourquoi je la fais? Pourquoi je vais rester dans cette entreprise? C'est pas une question que de salaire, c'est une question est-ce que l'entreprise investit sur moi en développant mes compétences, en me permettant d'avoir un plan de carrière? Est-ce qu'elle donne du sens à chaque fois qu'elle communique? Et là, il y a un vrai rôle RH sur l'explication de ces valeurs. Donc là-dessus, j'ai pas de problème. Et je pense que le rôle de demain aussi, pour répondre à ce qu'il y avait tout à l'heure, va rester aussi de communiquer sur la diversité et l'inclusion qui fait sens dans le monde actuel. Et c'est un sujet dont doivent s'emparer de manière très active les RH, qui sont d'ailleurs généralement assez peu communicantes en interne, ou alors sur des sujets très réglementaires, très législatifs. T'as pas pris tes congés, tout ça. Je pense qu'on gagnerait à avoir des communications régulières sur des choses qui font sens auprès des collaborateurs, y compris dans les plans de développement des compétences, en expliquant les orientations stratégiques et pourquoi on le fait. Et dans ce qu'il y avait tout à l'heure et qui est un des points forts de Skill Up et ce qui a fait que Nexecure l'a choisi, c'est que le collaborateur a accès à un catalogue de formation non restreint. Et c'est très riche de la part d'un responsable de formation de voir qu'un collaborateur qui a accès à des milliers de formations possibles sur tous les sujets divers et variés, va aller faire des demandes qui sont plutôt très cohérentes, soit avec la fonction qu'il utilise, soit va démontrer ses souhaits de pouvoir mettre sa personne au service de l'entreprise à un autre niveau. C'est très riche d'enseignement et ça aide les RH à avoir un catalogue, du coup, sans avoir à réfléchir qu'est-ce que je vais mettre, non restreint, et ça donne aux collaborateurs aussi une bonne marque de confiance de leur laisser accès à ce catalogue. Voilà. Ok, merci beaucoup François-Xavier. Je pense que peut-être juste un petit point. Donc il y a les aspirations très élevées des RH, il y a la réalité quotidienne du travail. Donc parfois il peut y avoir un petit décalage entre les deux, et une bonne manière de permettre à tout ça de se rejoindre, c'est probablement justement dans l'efficacité opérationnelle, la digitalisation des outils. Et tu parlais du ROI de la formation, pas toujours compris par les directions générales. Moi, quelque chose qui m'a toujours bluffé, c'est que je suis directeur commercial. Je vais voir ma direction générale, j'ai besoin de 1,5 million à débloquer pour Salesforce, pas de problème. Je suis directeur financier, j'ai besoin de 1,5 million à débloquer pour mon ERP qui va bien, pas de problème. Je suis RH, j'ai besoin de 50 000 € pour un outil de gestion des talents qui va permettre sur 1000 salariés de les engager, de les développer, voilà. Ouais, non, essaye de faire un peu moins. Et puis, prends un outil de 1980, s'il te plaît, quoi. Il faut que les RH se forment au commerce. Comme ça, voilà, ils seront capables de défendre leur budget. Exactement. Est-ce que vous avez des questions? Qui a des questions? Qui veut réagir par rapport à ce que nos invités, François-Xavier et Hugues, ont mis en avant par rapport à tous ces sujets? Le sujet de la communication, c'est aussi important. Hein. Faire entendre sa voix de façon à ce qu'après, il n'y ait pas que des décisions qui soient prises en faveur des directeurs financiers ou des directeurs marketing. Mais tu le disais à l'instant, faire sa com aussi, hein, en disant, si on développe les compétences, si on fait évoluer les compétences, non seulement on favorise l'engagement, on n'aura pas ces soucis de rétention, mais on va gagner en performance humaine et en performance tout court. Hein. Ça coûte moins cher de former que de recruter. Hein. On est bien d'accord. D'autant qu'aujourd'hui, on peut recruter, former, puis la personne s'en va derrière. Qui veut réagir? Alors, ce que je vous propose, stand G21,
G21, venez Voilà. nous voir et Selma et Mathieu distribuent des petits flyers à la sortie si ça vous intéresse. Voilà, et vous verrez Pour aussi avoir l'étude. François-Xavier de Nexecure. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. C'était très intéressant et encore une fois, très pratique. Hein. On n'est pas dans du hors-sol. Ouais. Merci à vous. Merci.